Attention, cette émission n'est consacrée qu'à un but de divertissement, et non qu'à un complément de cours d'histoire du cinéma parce que vous êtes un prof nul. Donc à part les dates et... Attendez une seconde. Si vous écoutez tout à la suite, ça doit quand même sacrément vous saouler cette intro toujours identique. Oh, je vous plains. Ça va, j'en fais un par semaine. Allez, pour cette fois, je la fais plus courte. On passe direct au résumé. 3, 2, 1... Précédemment. Je m'appelle Tostaki, jeune étudiant en fac de cinéma qui a l'ambition absurde de devenir réalisateur. Et vous savez ce que je fais 100% du temps? Je reste assis dans un amphi. Hey Nick, tu m'as demandé? Oh, salut Toast. Ouais, rentre, je t'en prie. Enfin, ce n'est pas vraiment une machine à voyage dans le temps, pour en parler. Elle permet d'interagir, de parler avec le passé en projetant le contenu de la bobine sur l'écran. David Ward Griffith, messieurs. Vous n'êtes pas fait pour le cinéma, monsieur Tostaki. Je sais bien que je ne suis pas le professeur le plus passionnant de cette faculté, et si vous n'arrivez pas à tenir 2 heures en amphi avec moi, ce n'est même pas la peine de rentrer dans le monde audiovisuel. Si lors de l'examen d'histoire du cinéma vous ne sortez pas une bonne copie, je ferai en sorte pour vous renvoyer. Chronobobine. Les maîtres du burlesque. Joseph Frank Keaton Jr., alias Buster Keaton. Charles Spencer Chaplin Jr., alias Charlie Chaplin. Et en plus, j'ai un chapeau. J'ai bien préparé mon truc, j'ai mon enregistreur pour tout conserver, on peut se lancer. Oui, s'il te plaît, j'ai pas que ça à faire. Très bien, on va commencer. Alors, monsieur Keaton, vous êtes né le 4... Bonjour, c'est moi Orson Welles. Orson Welles? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je me permets d'arrêter cette crobonobine parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Attendez, comment vous avez fait pour aller dans la bobine des 2 autres? Nick, comment il a fait? Comment veux-tu que je le sache? C'est moi, Orson Welles. Je fais ce que je veux. J'ai révolutionné le cinéma. Alors les 2 clowns muets, laissez la place. Je t'en prie, c'était à nous de parler pour cette émission. Vous reviendrez plus tard, qu'est-ce que vous en avez à faire après tout? Vous êtes pas pressé, vous êtes mort. Ouais, mais t'arrives quand même après nous dans l'histoire, donc Narcisse, tu dégages. Qui a fait le meilleur film de tous les temps, vous ou moi? Alors laissez la place, vous reviendrez plus tard. J'ai mon mot à dire ou pas? S'il te plaît, je suis Orson Welles. Narrateur, change le nom de l'émission d'aujourd'hui. Oui, musique. Chronobobine. Le prodige Welles. Bon, pas du tout bizarre, mais on va faire avec. Alors, monsieur Welles, vous êtes... Je suis né le 6 mai 1915 dans le Wisconsin. Mon père était un industriel aimé de tous et ma mère une pianiste. Leur éducation était raffinée, cultivée et légèrement excentrique. Je savais lire à l'âge de 2 ans, j'apprenais le piano à 3 et j'ai mis en scène le Roi Lear de Shakespeare à 7 ans. Bah, tout ceci, c'est de la légende. En réalité, vous avez fait une apparition dans une mise en scène de Samson et Dalila à l'âge de 3 ans. C'est déjà bien, non? Que faisais-tu, toi, à 3 ans? Je regardais les Power Rangers. Dieu, mais quoi qu'est-ce? C'est une série pour enfants, c'est laid, répétitif, mal réalisé en tout point. C'est parfait pour les gosses et les nostalgiques. Revenons sur moi, veux-tu, je suis beaucoup plus intéressant. J'étais fasciné par le théâtre, le dessin, la musique et l'illusionnisme. Mais à l'âge de 15 ans, je devins orphelin et j'ai été pris en charge par mon pédiatre, Maurice Bernstein, qui m'aida dans mon développement artistique. En 1930, j'étais encore étudiant quand j'ai remporté le prix de la meilleure mise en scène estudiantine avec une adaptation du Jules César de Shakespeare. C'était un prix décerné par l'Association dramatique de Chicago. On m'a alors proposé d'aller à Harvard et à l'Institut des Arts de Chicago, mais j'ai préféré prendre un congé sabbatique pour voyager en Europe. Wow, à 15 ans à peine? Et vous êtes allé où? Au départ en Irlande. Après, je suis allé à Paris, où j'ai appris la magie avec Harry Houdini, j'ai joué dans quelques pièces de théâtre à Dublin, et j'ai été romancier de livres policiers à Séville. Là-bas, j'ai appris à être un toréador. Mais j'étais trop mauvais malgré ma passion pour la tauromachie. J'ai voyagé un peu partout en Europe pendant 4 ans avant de rentrer aux États-Unis en 1934. D'ailleurs, pendant votre séjour, vous avez tourné un court-métrage en 1932 sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Oui, c'était plus un exercice filmique assez mal réalisé, une sorte d'amusement avec quelques amis irlandais. Et qu'est-ce que vous avez fait dès votre retour aux États-Unis? On va dire que j'ai eu de la chance.
Grâce à diverses rencontres, j'ai eu accès à certains spectacles de Broadway, mais c'est surtout Roger Hill, le directeur de mon ancienne école, qui va m'aider en me proposant d'organiser un festival théâtral durant l'été. Là-bas, j'ai rencontré une actrice, Virginia Nicholson, que j'épouserai 4 mois plus tard, avec qui j'aurai une fille en mars 1938 et qui me quittera un an après. J'ai réalisé un premier vrai court-métrage, The Art of Age, et au même moment, j'ai mis en scène plusieurs scènes, dont Macbeth dans un théâtre d'Harlem et un opéra intitulé The Cradle Will Rock, qui sera censuré et donc joué dans la rue. Alors, avec mon ami John Houseman, fatigué de tous ces problèmes, on a décidé de fonder à la fin de l'année 1937 le Mercury Theatre. D'ailleurs, c'est avec le Mercury Theatre que vous allez faire des adaptations radiophoniques d'œuvres littéraires sur la chaîne CBS. D'ailleurs, ça existe encore CBS ? Ouais, bien sûr, ils diffusent des séries comme Les Experts, NCIS ou Oh I Met Your Mother. D'ailleurs, cette dernière se rattrape pas mal, surtout vu la saison 7, mais la saison 8 est cool, même voilà, si j'ai quand même peur qu'on voit toujours pas la mer, mais ça vous intéresse absolument pas car vous ne savez pas de quoi je parle. Donc, les adaptations radiophoniques. On a interprété par exemple L'île au trésor de Stevenson et aussi Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Mais c'est le 30 octobre 1938 que vous allez avoir une idée de génie en adaptant La guerre des mondes de H.G. Wells. Je sais, merci. Le but était de me faire passer pour un présentateur interrompant l'émission car il y avait une attaque extraterrestre. Et la manière de faire était si réaliste qu'une bonne partie de la côte est des États-Unis a paniqué, le commissariat était submergé d'appels. Et bon, il n'en fallait pas plus pour que Hollywood m'offre un contrat en or, où j'étais à la fois scénariste, réalisateur et coproducteur de mes films, ce qui était rarissime à l'époque. J'ai travaillé sur différents projets, tous refusés, et c'est un an après mon installation sur la côte ouest, en 1940, que j'ai eu l'idée de ma vie. Citizen Kane. Pour votre premier long métrage, vous vous inspirez de la vie de William Hearst, un mania de la presse. Ce dernier va d'ailleurs engager une campagne de dénigrement de votre film jusqu'à sa sortie le 1er mai 1941. Vous aviez 26 ans. Rappelle-moi petit, tu as 21 ans, non ? Allez, tu as encore 5 ans pour faire un long métrage qui va être élu meilleur film de tous les temps, qui va révolutionner le cinéma par l'utilisation d'un langage cinématographique nouveau, avec de la profondeur de champ, du plan séquence, du flashback, et qui va remporter le premier Oscar du meilleur scénario original. 5 ans petit. Vous avez pris un melon énorme et pourtant je peux pas vous en vouloir vu votre talent. Citizen Kane est resté un échec commercial malgré les critiques. La RKO, le studio qui me produisait, me laissa de nouveau les mains libres pour réaliser mon second long métrage, La splendeur des Amberson. Enfin, les mains libres. Ils ont réduit mon contrat pour que je n'ai plus accès au montage final, et suite à des pré-projections assez négatives, le studio retira 40 minutes de mon film et changea la fin. Et encore une fois, ce fut un échec commercial. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien, j'étais considéré comme peu fiable par Hollywood. Je sentais que je n'étais plus vraiment apprécié. J'ai réalisé 2 autres films, Le Criminel et La Dame de Shanghai. Ce n'étaient vraiment pas mes meilleurs. Et je commençais à avoir des problèmes d'argent. En 1947, j'étais obligé de quitter les États-Unis car j'étais sur la liste noire. La liste noire ? C'était une liste qui regroupait les artistes que l'on suspectait d'être de tendance communiste. À l'époque, le macartisme n'existait pas encore, mais avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous ceux sur cette liste étaient interdits d'emploi. Charlie Chaplin faisait aussi partie de ces gens-là, donc j'ai dû partir en Europe. Et là-bas, vous allez réaliser l'un de vos plus gros projets, une adaptation d'Othello au cinéma, qui mettra 4 ans à se tourner et qui sortira en 1952. Il y a eu pas mal de changements de casting, des gros problèmes d'argent et un montage qui comportait 2000 plans, alors que Citizen Kane n'en comprenait que 500. Vous repassez un peu aux États-Unis pour réaliser La Soif du Mal en 1958, qui sera remontée encore une fois, et dans les années 60, vous rentrez en Europe. J'ai réalisé quelques films là-bas, comme Le procès et Falstaff, avec un budget dérisoire. Et vers les années 70, après avoir reçu un Oscar d'honneur pour ma carrière, j'ai décidé de retourner vivre à Hollywood. Mon dernier film était Vérité et mensonge en 1975. C'était un documentaire sur le cinéma et l'illusion. Et qu'est-ce que vous avez fait après ? J'ai pris ma retraite avec ma compagne Oya Kodar, alors qu'officiellement j'étais encore marié avec une actrice italienne, Paola Mori. J'ai laissé mon corps obèse me tuer sans consumer mon talent jusqu'en octobre 1985, où je suis mort d'un arrêt cardiaque, laissant derrière moi des dizaines de projets abandonnés et une carrière difficile, où comme beaucoup d'artistes, j'ai été incompris et pleinement reconnu qu'après ma mort. Ah, Rosebud! Chronobobine. Rendez-vous la semaine prochaine, même radio, même heure.